Bonjour à tous, aujourd'hui prenez vos livres d'histoire à la page 1, nous allons réviser le lore de Guild Wars 2, en compagnie de Nico Le Ch'ti, le spécialiste de l'univers Guild Wars. Bonjour Nico. Bonjour Badéras, à Mordrem dans la jungle, une Scarlett en fuite, rien ne m'échappe. Cette vidéo s'adresse à tous les nouveaux joueurs récemment arrivés et qui souhaitent mieux comprendre le monde qui les entoure, mais aussi à nos chers vétérans qui se sont absentés un peu trop longtemps et se sentent perdus à leur retour. C'est parti. L'histoire de Guild Wars 2 débute 250 ans après les faits de Guild Wars 1 en l'an 1325 après l'Exode. Sa première partie se consacre aux conflits locaux de chaque peuple selon le choix de race effectué. À partir du chapitre 3, ces histoires raciales convergent en une seule et même aventure à plus grande échelle puisque la Tyrie tout entière est en danger. L'élément central devient l'apparition de trépassés en de multiples lieux du continent, jusqu'à l'île de la Griffe, aux portes de l'Arche du Lion, ancienne capitale économique de ce monde. Au vu de la situation, nous devons alors rejoindre l'un des trois grands ordres existants, à savoir le prieuré de Durement et sa méthode de recherche, les veilleurs et leur vision beaucoup plus frontale, ou l'ordre des soupirs et son réseau d'espionnage. Tous trois se préparent, selon leur propre philosophie, à affronter le dragon ancestral Zhaitan et son armée de morts-vivants. Au fil de nos aventures contre Zhaitan, nous sommes amenés à rencontrer Trahearn, un premier-né Sylvari, nécromant et l'aîné de sa race, ce qui fait de lui un érudit réputé pour ses connaissances dans de multiples domaines, mais un ignorant complet de l'art martial et surtout de sa réalité sur le terrain, les Sylvari n'ayant jamais connu la guerre auparavant, vu qu'ils sont nés très récemment. Malgré cela, quelque temps plus tard, le voilà propulsé maréchal du pacte et nous devenons son bras droit. Cela va unifier ainsi les trois ordres et par la même occasion différentes races vouées à s'entraider si elles veulent survivre. Le chapitre 8 concentre l'histoire dans la péninsule Orienne dominée par les trépassés de Zhaitan qu'il va falloir nettoyer de toutes parts. C'est le début de l'offensive contre le dragon ancestral. Trahearn se charge de son côté de purifier les Oriennes pendant que nous voyons confier l'assaut final, épaulé par les héritiers du destin, une fameuse guilde d'aventuriers en Tyrie dédiée à l'anéantissement des dragons ancestraux. Suite à cette victoire, les héros prennent conscience que malgré la disparition de Zhaitan, de nombreuses autres menaces pèsent encore sur ce monde et que les dragons ancestraux n'ont pas fini de faire parler d'eux. Autant préciser de suite, vous ne pouvez pas jouer ou rejouer cette saison 1, hormis les quelques instances éparpillées dans les fractales et les visions du passé. Néanmoins, pour résumer, après la mort de Zhaitan, Olbrak et la Citadelle Noire se voient accueillir un nombre inquiétant de réfugiés provenant des contreforts du Voyageur et du plateau de Diessa. On apprend alors que leurs agresseurs sont une étrange alliance entre les chars de la Légion de la Flamme et les Dragueurs, nommée l'Alliance de la Fusion, et que leur base d'opération est un complexe souterrain situé au contrefort du Voyageur qui sera démantelé avec l'aide de Braham Eirson, fils d'Eir Stegalkin, et de Rox Piochker, Rodeshar devenu Gladium suite à la décimation de sa troupe. Plus tard, l'Arche du Lion crée la Foire du Dragon, une fête célébrant leur défaite. À l'apogée de ce festival, un attentat tue deux hautes personnalités et une inspectrice du nom de Hélène Kill prend en charge l'enquête en compagnie de Marjorie Delacroix, la meilleure détective du promontoire divin. L'enquête démontre alors qu'une certaine Meitrine, chef d'un groupe de pirates nommé les Éterlames, est la responsable de ce drame. On apprend alors que leur base d'opération est cachée au cœur même de l'Arche du Lion. Hélène Kill, avec la garde du Lion, y pénètre, capture Meitrine et elle y apprend que la chef des pirates n'est pas à la tête pensante mais une certaine Scarlett. Les mois suivants sont plutôt calmes, notamment avec le Festival des Quatre Vents et l'élection d'Hélène Kill qui remporte un siège du Conseil du Capitaine à l'Arche du Lion. Mais durant le jubilé des 10 ans de règne de la reine Jaina ou pendant son éloge de l'ingénierie humaine et de ses factionnaires mécaniques, les pirates Éterlames font éruption et attaquent la foule. Les pirates sont repoussés grâce notamment à Logan Tacré. Un peu plus tard, au moment du discours de clôture du jubilé, la chef des Éterlames, Scarlett Bruyère, interrompt ce discours et prend le contrôle des factionnaires en les transformant en détraqués. Avec ces créatures mécaniques, les Éterlames, et aussi l'Alliance de la Fusion qui était sous ses ordres, Scarlett lance alors des attaques partout en Tyrie. Elle entre aussi en contact avec la Cour des Cauchemars et mène des tests à la Tonnelle du Crépuscule où en sortira un hybride mécanique et végétal. Elle érige sa Tour des Cauchemars au cœur des collines de Kessex où elle créera une nouvelle alliance, l'Alliance Toxique, réunissant les Sylvari de la Cour des Cauchemars
et les crêtes. Sur le point de voir sa tour détruite, Scarlett s'enfuit et laissa Marjorie, aidée de Cashmere Maid, une jeune noble du promontoire divin, avec sa dernière création, l'hybride toxique. Mais ce n'est pas tout. Scarlett réussit à réveiller une immense givre à 3 têtes à la côte de la marée sanglante et construit une immense marionnette mécanique au cœur même du passage de Lornar. Non contente de voir ses projets tomber à l'eau, Scarlett décide de porter un grand coup et attaque sans sommation l'Arche du Lion, qui est instantanément et pratiquement détruite. La contre-attaque se met en place avec Braham, Rox, Marjorie et Cashmere, qui décident à en finir une bonne fois pour toutes. Après une bataille acharnée, Scarlett, qui est acculée dans ses derniers retranchements, et malgré le coup fatal et sa mort, peut néanmoins déclencher son plan ultime. Une foreuse creusant sous l'Arche du Lion et atteignant un nœud de ligne de force dont l'une d'elles est allée jusqu'à la gueule d'une créature géante qui se réveilla et poussa un cri provenant de la jungle qui s'entendit à des kilomètres à la ronde. La saison 2 nous emmène à la cime sèche où on doit enquêter sur d'étranges incursions, sur un sabotage d'un aéronef Zéphirite et un laboratoire de Scarlett. Après un tremblement de terre provoqué par des lianes, on apprend que le Fort Salma et Concordia sont aussi ravagés par des lianes de la jungle. On y rencontre aussi nos premiers Mordrem. S'ensuit alors une réunion au bosquet avec tous les représentants des 5 races pour pouvoir élaborer un plan contre Mordremoth, le dragon ancestral de la jungle, qui sera écourté suite à l'attaque d'un de ses lieutenants, l'Ombre du Dragon. La deuxième partie de cette saison nous emmène au contrées sauvages d'argent où, après un court passage au prieuré de Durement, on apprend que le maître de la paix protège depuis le début le dernier œuf de Brill, œuf que Mordremoth veut détruire. Hélas, le maître fut mortellement blessé et il nous a fait promettre de protéger l'œuf à tout prix. À peine l'œuf en notre possession, il est volé sous nos yeux par Case. L'arbre clair nous aide alors grâce à des graines de vision du passé pour se faire une idée de l'endroit où s'est enfui Case. Nous retournons alors au contrées sauvages où, après un jeu de pistes, nous retrouvons Case et nous apprenons que tous les Sylvari sont descendants de Mordremoth. La première extension de Guild Wars 2 nous propulse dans la jungle de Maguma à la recherche de nos alliés suite à une embuscade de Mordremoth, le dragon ancestral de la jungle, qui a annihilé complètement la flotte du pacte. Les troupes sont démoralisées et désorganisées. Elles n'ont plus confiance dans nos membres Sylvari. Nous voilà plongés dans l'Orée d'Emeraude, au cœur d'une zone hostile, à la recherche d'Ilek, espérant qu'ils aient des informations au sujet des héritiers du destin ou de Trahearn. Des ennemis communs resserrent nos liens avec ces Ilek et nous devenons rapidement des alliés. Ils nous en apprennent alors davantage sur la région. Nous avons ainsi localisé un camp de prisonniers détenant Eir. Hélas, pour réussir à le détruire, Eir le paiera de sa vie. Braham restera alors en arrière pour offrir un départ honorable à cette héroïne Norn, pendant que nous continuons de nous enfoncer dans la jungle, plus déterminés que jamais à la venger. Nous retrouvons l'œuf de Brill avec l'aide d'un exalté, un être étincelant constitué de magie et nommé Ruka. Son peuple est dévoué à la protection de l'œuf et a bâti une cité entière afin de le protéger. Nous nous mettons donc en route pour Tahrir. Après une série d'épreuves destinées à nous juger, les exaltés nous autorisent à déposer l'œuf afin de le laisser en sécurité. Nous réussissons à rattraper Taimi avec qui nous découvrons l'existence de Ratanovus, une cité Azura perdue où nous avons espoir de trouver de nouveaux alliés. Hélas, les rumeurs étaient fondées et la ville est bel et bien devenue déserte depuis fort longtemps. Nous récupérons toutes les informations possibles au sacrifice de Piteux, le golem de Taimi. Mais ce sacrifice nous permet d'apprendre que chaque dragon a sa faiblesse et peut donc être vaincu. Avec cette nouvelle information, nous rattrapons le reste de l'équipe et retrouvons nos alliés sur la piste de Soja et Logan, qui hélas ne sont pas en état d'aller plus loin. Nous affrontons à nouveau la créature qui a emporté Eir et la vengeons avant que Mordremoth emporte Trahearn avec lui. Nous devons le libérer et tuer le dragon. Mais tout ne se déroulera pas comme prévu. En effet, le maréchal va nous aider à prendre le dessus sur Mordremoth au sein même de son esprit, la faiblesse de ce dragon, mais suite à notre victoire, il prend possession de Trahearn et ne nous laisse alors qu'une seule et unique solution. Trahearn donnera sa vie pour nous permettre de vaincre Mordremoth définitivement. Le dragon ancestral de la jungle est maintenant vaincu. Sa magie se répand peu à peu à travers les lignes de force partout en Tyrie. Cet afflux massif d'énergie magique entraîne d'étranges phénomènes à travers le réseau de lignes de force qui intéressent grandement le prieuré de Durement, mais aussi le consortium et l'enquête.
Suite à la perte d'Eir Stegalking, Olbrak organise une cérémonie funéraire en son honneur dans sa demeure de Skulterush et son loup-garme continue sa route avec Braham. Le pacte, alors dépourvu de son maréchal, doit faire face à des attaques de bandits qui se révèlent être liés aux Blancs-Manteaux, un ordre religieux qui vénère les Mursat, une race d'humanoïdes flottants. Ce dangereux groupe parvient à ramener à la vie Lazarus, le dernier Mursat, avec l'objectif de reprendre le pouvoir en Crite. Au cours de nos enquêtes au sujet du Blanc-Manteau, nous découvrons que Odecus, le plus haut ministre et le porte-parole de la reine elle-même, est en fait à la tête de cette organisation. Mais le retour de Lazarus scinde en deux leur mouvement. Il n'a plus du tout les mêmes objectifs. Après un combat clé au sein de son propre manoir, Odecus est éliminé par notre groupe, et nous découvrons des informations cruciales sur ce Lazarus, qui n'est en fait qu'un imposteur. Il s'agit de Balthazar, le dieu humain de la guerre que nous allons devoir traquer. De son côté, Case reste à Tahrir pour surveiller l'œuvre de Bril, et c'est en l'an 1330 après l'Exode qu'il éclot et donne naissance à Oren sous la protection des Exaltés et du commandant du pacte qui vient s'entraîner avec elle et la voir grandir. Cette deuxième extension nous emmène au désert de cristal et notamment une grande partie sur le continent d'Elona. On y traque Balthazar, toujours en quête de puissance. Au cours de l'aventure, le dieu de la guerre deviendra plus puissant parce qu'il réussira à tuer Vlast, le premier rejeton de Bril et, accessoirement, le grand frère d'Oren. Il arrive même à nous tuer, littéralement. En retrouvant notre âme et notre passé, on revient à la vie, mais avant d'atteindre Balthazar, il faut passer par les territoires éveillés, contrôlés par Palawa Ignatius Djoko, puissant souverain mort-vivant qui a bâti un empire dans le sud du désert de cristal, d'où il règne depuis plus de 2 siècles. Après diverses manipulations arcaniques, on arrive à se constituer une armée d'éveillés pour pouvoir contrer les forces forgées. On met fin à Balthazar dans un chaos sans nom, aidé par Oren et observé par Kralkatorik lui-même, qui fut attiré par le dieu de la guerre. Au final, Kralkatorik disparaît, emportant Oren avec lui. On distingue 2 parties durant cette saison 4 malgré la menace stigmatisée qui pèsera durant ces 2 parties. La première partie nous transporte vers les îles distants. Après la réapparition de Kralkatorik et le retour d'Oren, c'est au tour de Palawa Djoko d'entrer en scène. En effet, il a très peu apprécié qu'on le berne et qu'on prenne le contrôle de son armée. Il met en route un plan qui a pour objectif l'invasion de toute la Tyrie et l'infliction du fléau du scarabée à tout le continent. Contrant tous ces plans et malgré quelques petites défaites, Palawa mourra entre les crocs d'Oren. Ce fléau éliminé, on se concentre alors sur Kralkatorik, qui en a profité pour allier à sa cause quelques éveillés de Djoko. Parcourant les terres Kurnan, nous mettons au point un plan pour mettre fin à son influence. Après bien des déboires, on achève Kralkatorik en plein milieu de l'océan infini. Parlons à présent de la saison actuelle, l'épopée du givre qui couvre plusieurs périodes de l'histoire. Une partie est concentrée sur le système de vision du passé, nous permettant d'en apprendre davantage sur des personnages déjà connus, et l'autre tourne autour des événements actuels en l'an 1332 après l'Exode. Nous voici conviés par l'impérator de la Légion sanglante Bangar Porte-Ruine pour célébrer la mort de Kralkatorik. Escorté par le tribun Cressia Stonglow, responsable de la sécurité de Bangar et vieille connaissance de Rytlock, nous assistons à la célébration mettant à l'honneur un certain Ryland Steelcatcher, fierté de sa légion, mais aussi fils de Rytlock et Cressia. La cérémonie suit son cours lorsqu'Oren s'invite et fait monter soudainement l'attention des invités, et particulièrement celle de Bangar. Après avoir apaisé les humeurs des différents tribuns, nous retrouvons Braham en cellule, qui semble avoir un peu trop festoyé aux côtés de Ryland. En le libérant, nous nous rendons compte qu'il a perdu son arc hérité de sa mère. Il part donc à la recherche de ce dernier pendant que nous nous occupons de Tchar Renégat, qui essaie d'endoctriner les plus jeunes et qui ont même enlevé Gorik, un ami de Taimi et un jeune membre de notre groupe, pour lui soutirer des informations sur Oren. C'est alors que nous apprenons que Ryland est de mèche avec ses renégats et qu'ils servent Bangar en personne pour profiter de cette célébration et partir vers les cimes froides. Il est maintenant clair que lui et ses renégats partent à la recherche de Jormag, le dragon ancestral des glaces. Une fois le brouillard dissipé, nous partons à leur recherche et découvrons que les veilleurs et leur chef, la générale Almora, ont besoin d'aide au fort de Jorah. Hélas, à notre arrivée, nulle âme qui vive. Des traces semblent indiquer que la générale et Javi, descendante de la grande héroïne Norn Jorah, et également l'une des chefs des veilleurs, ont été capturées.
Après avoir retrouvé Javi, nous continuons nos recherches et finissons par trouver Almora à son tour, mais hélas il est déjà trop tard, elle est morte avant notre arrivée. Nos périples continuent jusqu'à l'affrontement contre le Freinir, officier en chef des fils de Svanir, qui à sa mort est ramené à la vie par Jormag lui-même, afin de tenter de nous tromper en se faisant passer pour un allié. Les murmures de Jormag continuent de se faire entendre lorsque nous rejoignons Bram dans sa quête pour retrouver Crecia et Rytlock plus loin à l'ouest. Mais nous savons maintenant que nous sommes le plus proche de la source de ces murmures et que nous devons alors les faire cesser. Pour affronter Drakkar, l'un des plus anciens champions du dragon et la source même de ces murmures, Bram se prépare en prouvant sa valeur aux esprits Norn qui étaient corrompus depuis tant d'années. Cependant, notre affrontement ne fait que repousser Drakkar un peu plus loin. Il faudra donc le combattre de nouveau. C'est au cours de notre deuxième offensive dans une grotte au cœur de la frontière de Biora que Drakkar est vaincu. Mais la véritable source des murmures se révèle être une partie de Jormag lui-même. Et bien que nous lui ayons résisté depuis le début, nous voilà à présent sur le point de céder, quand tout à coup, Bangar arrive, armé de l'arc de Bram pour abattre le champion, devenant ainsi le héros de tous, avant de nous décocher une flèche également. Nous nous réveillons bien plus tard, auprès d'une Noren dans sa forme adulte, au pied du bassin de divination, qui offre alors accès aux visions du passé, nous permettant de revivre les événements des 2 premiers épisodes du point de vue de Ryland et ainsi mieux comprendre les desseins de Bangar Porteruine. Voici maintenant à jour et prêt à profiter de l'épisode 3 de la saga en cours. Merci à toi Nico de m'avoir accompagné sur ce projet. Merci à toi pour l'invitation, des bisous et à la prochaine. Sur ce, c'était Paderas et je vous dis ciao ciao.